Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne, et oui, pour un nouveau test du GT consacré au RPG du moment, Avoid, le RPG qui prend place dans l'univers de Pia of Eternity. Et comme vous avez pu le voir sur la miniature, pour moi, c'est clairement un jeu qui fait preuve de fainéantise. Mais avant que je t'en parle, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Its foul tendrils reach towards us to lash out at the Empire itself. Commençons ce test par l'histoire. Votre aventure commence avec votre arrivée sur une mystérieuse île gangrénée par le mal bien mystérieux, le Mal-Rêve. Vous êtes l'émissaire d'une terre lointaine chargée de résoudre ce mystère et de combattre ce mal qui se propage sur ces terres. Et si cela ne suffisait pas, vous voilà devenu fou en entendant une voix bien mystérieuse dans votre tête. C'est sur ces deux fils rouges que le jeu vous fera voyager à travers des terres verdoyantes, des déserts ou bien encore des terres désolées, dénuées de vie. Avant de vous lancer dans l'aventure, il vous faudra créer de toutes pièces votre héros à l'aide d'un outil de personnalisation assez fourni, mais au design de personnages bien discutable, tant le chara-design proposé ne sent pas des meilleurs goûts. Si ici le jeu est présenté comme un RPG, ne vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement poussé dans le genre. On est plus sur un light RPG avec quelques mécaniques de RPG qu'un vrai RPG pur et dur. Pas d'open world non plus. Le jeu est composé de plusieurs grandes zones qui s'enchaînent et au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire. Il vous faudra environ 30-35 heures pour finir l'histoire principale et 50-60 heures pour faire les annexes. Si l'histoire semble prometteuse de prime abord, celle-ci peine vraiment à embarquer le joueur, tant les développeurs ont fait preuve de fainéantise sur sa narration. Beaucoup de dialogues écrits, peu de cutscenes et de cinématiques vous attendent dans le jeu. Rajoutez à cela une quantité de livres, parchemins ou autres à lire et vous voilà plongé dans un monde presque de littérature. Vous en viendrez à spammer le bouton pour passer les dialogues, tant beaucoup ne servent pas à grand chose au final et vous coupent régulièrement dans votre épopée. L'écriture des quêtes annexes aussi n'est pas grandiose, des dialogues plats, des PNJ sans grand intérêt, comme leurs quêtes, au final rythmeront votre quotidien sur le jeu. N'ayez aucune attente face à ces quêtes-là. La plupart d'entre elles vous demanderont soit de récupérer un objet, soit de tuer un monstre, que des quêtes FedEx en somme. Obsidian est malheureusement basé sur un schéma assez old school pour leur jeu qui ne fait plus vraiment d'adeptes de nos jours. On aurait aimé avoir plus de dynamisme dans la narration, tant le lore a l'air extraordinaire. Mais non, amis joueurs, attendez-vous à passer des heures à défiler du texte. Toutefois, l'un des points forts du jeu est son exploration. Vous voilà à visiter de grands espaces, de petits donjons ou grottes vous attendent ici et là. À la clé, souvent un coffre contenant soit une arme unique ou bien des matériaux de qualité servant à upgrader votre stuff. Toutefois, si explorer est grievant, le système de leveling qu'a opté Obsidian vient un peu gâcher l'envie, tant il n'est pas adapté à votre envie de tout découvrir. Mais sur ce point-là, je reviendrai dans la catégorie gameplay de cette vidéo. Si les deux premières zones explorables ont subi un soin particulier de la part des développeurs, on sent le manque d'inspiration pour les deux suivantes, où on est plus sur des maps de No Man's Land que des maps avec beaucoup de végétation et de vie organique. Le jeu est présenté comme un jeu où vos choix ont un impact capital dans l'évolution de votre aventure. Honnêtement, si dans les premières heures, on pourrait se dire qu'effectivement cela est le cas, par exemple dans le tuto, vous avez le choix de sauver une femme prisonnière, celle-ci vous la retrouverez un peu plus tard dans une autre quête annexe pour vous aider à résoudre une situation, ce genre d'événement reste très rare au fil du jeu. Pareil, dans la principale, j'ai pas trouvé que les choix dits cruciaux ont eu un impact significatif dans mon aventure, à part à 3 reprises, dont la situation est tellement grosse que vous savez que répondre à la question changera quelque chose. Ces choix sont assez mis en évidence par la possibilité de demander à nos compagnons leur avis. Mais même là, j'ai trouvé les choix peu inspirés et manquant de diversité, se cramponnant souvent à ce que, si j'ai envie de faire le mal ou si j'ai envie de faire le bien. Aucune nuance, on sent un peu la fainéantise d'Obsidian à vouloir faire l'effort de pousser le joueur à s'investir dans ses choix.
Grosse déception aussi au niveau du bestiaire. Celui-ci se retrouve à être bien pauvre pour le style de jeu. Il vous faudra vous confronter entre autres contre des lézards géants, des humains, des ours, des scarabées géants et des araignées. Voilà à quoi vous attendre à ce niveau, rien de dingue et qui reflète une nouvelle fois la fainéantise du studio à pousser l'immersion du joueur dans un monde cruel et impitoyable et fantastique. Ce bestiaire aussi pauvre qu'il peut être vous procurera un sentiment de lassitude passé une quinzaine d'heures tant il n'y a aucune originalité et un manque de renouvellement de celui-ci. Pour finir sur cette partie, parlons du méchant de l'histoire, qui honnêtement n'a pas de charisme, plat et se montre être anecdotique. C'est bien dommage car sur le papier, il est vraiment badass. Mais la non-présence de cinématiques et un doublage plus que discutable ruine totalement le côté malfaisant de celui-ci, le rendant presque ridicule et sans intérêt réel pour le jeu malgré un look assez réussi. Parlons à présent les amis des graphismes. On retrouve la palette de couleurs de Outer World, des couleurs assez vives, des temps très chauds qui dénotent pas mal avec l'histoire. Le jeu aurait peut-être bénéficié d'avoir une teinte beaucoup plus réaliste et sombre afin de sentir vraiment que la situation est grave sur l'île. Techniquement, si le jeu s'en sort, on va dire globalement bien, il n'est pas de tout reproche non plus. La modélisation des cascades par exemple, des textures baveuses et SD sont pas mal présentes tout au long de votre aventure et il ne vous faudra pas bien longtemps pour tomber dessus. Pareil, lors de mes sessions, j'ai eu pas mal de bugs, avec la save automatique qui ne fonctionnait tout simplement pas, avec à la clé des chargements infinis, ou bien des PNJ, surtout les marchands, qui ne popent pas après un voyage rapide. J'ai même eu une quête buggée, une quête annexe je parle, avec l'impossibilité de la finir. À cela, rajoutez un popping assez prononcé, un peu de scintillement et de l'aliasing surtout sur les cheveux, et on est pas mal sur quoi votre œil va devoir endurer durant ces nombreuses heures de jeu. En termes d'animation faciale, c'est très old school là aussi. C'est pas mal du niveau de BioWare, on remarquera un effort sur le regard des personnages et de les voir cligner des yeux, c'est assez rare dans un jeu pour le signaler, mais à part ça, les PNJ n'ont pas d'âme, il n'y a quasiment aucune animation faciale digne de ce nom dans le jeu qui pourrait vous permettre de voir si le personnage est en colère, triste ou déçu. C'est une platitude assez dingue. C'est pareil, les PNJ n'ont aucune routine dans le jeu, ils sont fixes et ils vous attendent. Le doublage est vraiment pas dingue non plus. Aucune émotion n'est retranscrite dans le temps des voix. On a vraiment l'impression que l'acteur a juste lu sa ligne de dialogue, alors que le jeu, au fil de l'aventure, tend à avoir une atmosphère qui pèse de plus en plus. On dirait que les personnages sont dans le déni total, tant le temps de voix peut être décalé face à la situation. Continuons sur les animations, qui sont ici vieillottes, les PNJ sont statiques comme je vous le disais en ville. Je pense que dans tout le jeu, on ressent la fainéantise la plus totale des développeurs. Rien n'est organique. Les PNJ sont fixes et attendent que l'on vienne à eux. Les monstres passent leur temps à répéter inlassablement le même pattern de coups, pas plus de 2 ou 3 coups variantes. Il ne faudrait pas non plus abuser et que l'on puisse se défendre d'une telle ou telle manière. Non, un coup vous vous défendez puis voilà, c'est fini. Il n'y a pas de grand pattern. Même sur la map, les ennemis sont paqués par groupe de 2 ou 3 et vous attendent gentiment. Cela fait vraiment jeu des années 2010, c'est très old school et c'est très feignant de leur part. Le jeu vous permet aussi de jouer à la vue à la 3e personne. Et je dois dire que c'est très particulier dû au placement de la caméra et à la façon dont notre personnage agit. Le personnage manque de fluidité, les déplacements paraissent lourds, les combats pas vraiment optimisés pour cette vue-là. On sent là la volonté du studio de donner l'opportunité au joueur de choisir comment il veut jouer, mais pour moi c'est clairement pas de cette manière que le jeu a été pensé pour jouer et ça se sent, le mode est là juste pour être là. À propos de l'IA maintenant, rien de foufou, les ennemis sont là encore une fois pour être là, ils chercheront pas à vous mettre en difficulté, pire vous serez systématiquement l'aggro de vos ennemis. Les ennemis au corps à corps vous fonceront dessus tête baissée, là où les ennemis à distance se feront un plaisir de vous faire pleuvoir des flèches ou de la magie sur vous. Je vais finir cette partie quand même sur un point fort. Un gros point fort pour moi, c'est la musique, qui peut être très douce lors des phases d'exploration, mais très péchue dans les phases d'action, un vrai régal à écouter. Je dirais même heureusement qu'elle est là, car c'est la seule chose qui amène vraiment un côté épique à certaines situations et combats.
Nous voilà arrivés à la dernière partie de la vidéo, le gameplay. Si le jeu vous propose une multitude d'armes et d'armures pour jouer comme bon vous semble, celui-ci est pas mal gâché par une seule chose, le leveling. Je vais vous le dire d'entrée de jeu. Vous pouvez avoir une arme avec des stats de malade. Si vous rencontrez un ennemi qui est d'un niveau plus haut que le vôtre, elle ne servira à rien. C'est incompréhensible d'avoir fait un système comme ça. Les ennemis se présentent sous forme de 5 niveaux. Si le niveau de votre arme est inférieur à celui de l'ennemi, votre arme est imputée de 70% de ses dégâts. Si dans les difficultés histoire et facile ce n'est pas grave, à partir de la difficulté normale, vous allez être pas mal challengé face à cela, vous poussant à farmer les matériaux pour pouvoir upgrader votre arme et armure, un non-sens qui vient complètement gâcher l'exploration, car il vous arrivera très fréquemment de croiser des ennemis d'un niveau supérieur au vôtre durant vos phases d'exploration, et bien sûr, l'ennemi vous est supérieur, le malus s'applique aussi à votre armure qui prendra bien cher lors des affrontements. Ça tue littéralement le fun du jeu. On se croirait revenu dans un jeu à la The Division où il fallait farmer pour avoir un équipement d'un meilleur score pour enchaîner les missions. Clairement, c'est un raté ce leveling. Parlant à présent du côté RPG, vous trouverez de nombreuses armes et armures tout au long de votre aventure et clairement l'un des points forts c'est la diversité que le jeu vous offre, de l'épée à une main au grimoire de magie en passant par l'arquebuse ou bien la massue, il y en a pour tous les goûts et même plus. Mais là encore, la fainéantise d'Obsidian a encore frappé. Des arbres de compétences peu inspirés et pauvres en compétences ne vous donneront pas jouissance dans votre affrontement. Et si clairement le jeu vous offre de faire un héros comme vous souhaitez, la présence de juste 3 classes n'est pas dingue. Un chevalier, un rôdeur et un mage, rien d'extraordinaire. Pour vos compagnons c'est pareil, au nombre de 4, chacun possède juste 4 compétences ridicules en somme. On sent que les développeurs n'y ont pas passé beaucoup de temps sur ce point-là. Comme je l'ai dit plus tôt, il vous faudra farmer les matériaux pour upgrader l'arme et armure tout au long de l'aventure. Mais attention, pas question de trouver des matériaux très rares dès le début. Non, chaque palier de votre arme et armure correspond en fait à une nouvelle map dans le jeu. Vous ne pourrez pas passer le palier 2 à 3 par exemple, tant que vous n'aurez pas atteint la 3e zone du jeu. Par cette mécanique, le jeu vous cape aussi dans la progression de votre personnage. Un non-sens. Continuons sur le mapping des touches, assez catastrophique, pas intuitif. Prenons comme exemple le bouton d'esquive, qui en fait sert aussi à sauter. Il n'est pas rare dans les affrontements de vouloir esquiver et de voir, pour je ne sais quelle raison, votre personnage sauter, et du fait de vous prendre le coup que vous avez essayé d'esquiver. Pareil, lors des affrontements, ici c'est téléguidé land. L'ennemi va littéralement se téléporter sur vous pour vous mettre le coup. C'est incroyable si au début c'est risible, à la fin c'est no fun et lourd. Les animations des armes ne sont pas incroyables et par exemple pour les sorts, on aurait aimé pouvoir combiner plusieurs sorts, mais ce n'est pas le cas. Et même leurs animations, ça casse pas 4 pattes à un canard ou 3 pattes à un canard, tout dépend d'où on vient. C'est du basique, rien d'extravagant. Vous voulez une météorite, on vous donne une météorite. Mais l'animation n'est pas dingue et c'est bien dommage au prix que vous coûte le sort par exemple de météore en mana, c'est complètement ahurissant. Vos actions seront soumises à une barre d'endurance qui une fois vide mettra votre personnage en état d'épuisement. Rien de transcendant aussi une nouvelle fois. Si les combats se montrent assez tactiques dans les premières heures de jeu et surtout en difficulté max, ils deviennent assez vite répétitifs et manquent clairement d'intérêt tant le loot que les ennemis proposent est peu convaincant. Et je vais finir sur la partie gameplay avec un gros point faible pour ma part, c'est les ennemis qui attaquent à distance. Ils sont fréquents et légers dans le jeu et ils font beaucoup de dégâts et le pire c'est qu'ils vous prennent pour aggro systématiquement, ne vous laissant aucun répit, surtout en difficulté max. Ça va devenir vraiment un enjeu pour vous, pour votre patience qui va être mise à rude épreuve tant c'est mal codé et c'est bien dommage. This is where the captain told us to go. Et oui les amis, en conclusion, le jeu n'est pas si mauvais mais il n'est pas si bon aussi. Il est dans une zone un peu grise entre les deux. Car si on reprend un peu ce que je vous ai dit, une narration en demi-tête à cause de trop nombreuses lectures, pas vraiment de cinématiques, pas vraiment de cutscenes, des chara-design plats, des personnages plats, aucun charisme. Le côté épique, heureusement qu'on a la musique, sinon il n'y aurait pas grand chose qui nous rappellerait qu'on est dans une histoire un peu épique quand même. Un gameplay basique, assez vieillot, qui n'apporte pas vraiment grand chose et un leveling catastrophique.
J'ai envie de dire, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs dans ce que je viens de dire. C'est dommage, malheureusement, c'est vrai que je pense qu'en vue des premiers trailers, on s'était tous hypés en mode ouh, ça va être super bien, et au final, c'était pas super dingue. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et une dernière chose, le jeu est disponible dans le Game Pass. Donc clairement, pour une quinzaine, vingtaine d'euros ou dollars, oui, ça se fait, mais au prix qu'il est vendu, sinon, je vous le conseille pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du JT. En attendant, prenez soin de vous. Bye. The hopes of an empire rest upon you.